Et j'hésite à dire bonjour à tous et à toutes, parce que je vois très peu de toutes. Et bonjour mesdames quand même. Et d'ailleurs, ça n'est pas loin du problème qui va nous occuper, vous verrez, dans les 40 minutes qui viennent. Alors, je me propose de me livrer avec vous à un exercice qui a fait nos délices au lycée, qui est l'étude du comportement d'une fonction à ses limites. La fonction, évidemment, qui m'intéresse, c'est la fonction humaine. Comment cette fonction, vous savez bien que c'est souvent en allant voir à plus l'infini, moins l'infini, etc., qu'on voit apparaître des inflexions qui révèlent le sens et la vérité du phénomène qu'on observe. Donc, voilà, je vous invite à une excursion aux extrêmes de la fonction humaine. On peut passer ces bornes, c'est le Big Bang d'un côté et à l'autre bout, le 6 juin, 10 puissance 10 puissance 76, comme vous savez tous. C'est le moment où la dernière particule de matière s'effondrera dans le dernier trou noir et où il n'y aura plus rien. C'est donc un exercice très modeste que je vous propose, évidemment, de prévision dans le futur. Je vais commencer par une anecdote, mais qui me paraît bien poser le problème auquel je voudrais vous sensibiliser, en vous racontant l'histoire de Friedrich. Friedrich était en 1919 un étudiant en psychologie à l'université de Vienne. Alors, les plus anciens d'entre vous se souviennent comme moi que l'hiver 1919-1920 a été très froid. Nous sortions de la Première Guerre mondiale. Les hommes, les mineurs de charbon qui n'avaient pas été ensevelis dans les champs de bataille avaient succombé à une horrible peste grippe dite espagnole, qui avait fait 4 fois plus de morts que la guerre elle-même. Et le résultat, c'est que cet hiver où à Vienne il faisait -20, il n'y avait pas non plus de charbon pour chauffer. Le chancelier de l'université de Vienne, qui ne souhaitait pas congeler ses élèves, avait décidé tout simplement de fermer, de ne pas faire cours. Et Friedrich, qui était un étudiant pas très brillant, en année de licence de psychologie, Friedrich, donc, avait une qualité, c'est qu'il ne voulait pas perdre son temps. Et qu'est-ce que je peux faire de mon temps ? Eh bien, si j'allais à l'université de Zurich, voir de quel bois on s'y chauffe. Et le voilà qui part avec son baluchon à l'université de Zurich. Alors Zurich, pour vous situer, c'était Berkeley, le MIT et Stanford réunis à l'époque, illustré l'année précédente par Einstein, l'enseignement de Einstein à l'université de Zurich. Et il y avait une autre grosse tête, une ponte, qui s'appelait le professeur Constantin von Monaco, qui était à l'anatomie du cerveau, ce que Einstein était à la physique. Et donc voilà que notre étudiant, vous imaginez son culot, 20 ans, pas très brillant, qui est même pas étudiant en médecine, qui est de Vienne et même pas de Zurich, tape à la porte de monsieur le professeur Constantin von Monaco, essayez de faire ça aujourd'hui, et lui dit: monsieur le professeur, il fait froid dans mon université, est-ce que je peux venir me chauffer chez vous? Et Constantin von Monaco lui dit: mais cher ami, voilà le poêle, asseyez-vous près du poêle, et voilà une boîte de coupe histologique du cerveau. Nous regardez-les sous le microscope et nous en reparlerons dans quelques jours. Alors, vous avez tous vu ça. Voilà ce qui est apparu, évidemment. Friedrich, vous voyez, c'est ça pour la première fois. À gauche, sous son microscope, il voyait ça, ce que vous avez tous vu au lycée.
ce qu'on appelle un tissu. On appelle encore ça le tissu nerveux, souvent aujourd'hui. J'ai mis à côté, par analogie, au même grossissement, un feutrage. Pour vous donner une idée, c'est une espèce de feutrage de fibres. Voilà ce que tout le monde voyait. Et ceux qui allaient un peu plus loin disaient, ben voilà, ces fibres, ce sont ce qu'on appelle les neurones, et en fait, ce sont des fibres électriques. D'ailleurs, ceux qui viennent de participer à la très intéressante conférence sur les interfaces cérébraux voient le résultat de cette vision des choses. Donc le cerveau, c'est un tissu de fibres électriques, un enchevêtrement inextricable de fibres électriques. Eh bien, 3 semaines plus tard, voilà notre Friedrich qui vient voir le professeur Constantin von Monaco, Einstein lui-même, dans le domaine du cerveau. Il dit, monsieur le professeur, vous vous trompez, vous et tous vos prédécesseurs et vos collègues. Ce que je vois là, c'est une population. Et ce que vous appelez, vous, une fibre, eh bien, c'est un individu. Et le cerveau, eh bien, c'est jamais qu'une collection, une foule, un gang d'individus qui échangent des informations. Chaque individu reçoit un minimum des informations d'autres individus, effectue une transformation mineure sur chacune d'entre elles et restitue à un grand nombre d'autres individus. Et les idées résultent spontanément de cet échange d'informations entre les neurones. Imaginez le culot quand même. Et imaginez aussi la grande tolérance du professeur von Monaco qui ne lui a pas dit « mais voilà la porte, retournez donc voir, étudier la psychologie, c'est votre meilleure chance dans la vie, vous n'êtes vraiment pas fait pour l'anatomie ». Et il a dit une seconde chose, c'est que ce cerveau fonctionne comme un sculpteur et non pas comme un maçon. Le maçon, vous savez, c'est quelqu'un qui prend une brique, une autre, il a un plan dans la tête, et il les assemble en fonction du plan que lui a donné l'architecte. Là, pas du tout. Le sculpteur, lui, c'est quelqu'un qui prend un énorme bloc de matière et qui enlève ce qui est inutile. Et ce qui résulte, c'est l'œuvre. D'accord ? Et voilà. Donc, pour lui, le sens, la pensée émerge de cette activité chaotique à la manière dont la statue émerge du bloc de marbre brut. En fait, l'idée se forme en 2 temps. D'abord, le cerveau accumule une grande quantité de matière brute, de neurones, et ensuite, il taille dans ce bloc pour enlever la matière inutile. En fait, un cerveau mûrit par un processus de soustraction et non pas d'addition. Il s'appauvrit, il mûrit en s'appauvrissant par une attrition et non en s'enrichissant, comme on pourrait le penser. Alors, pourquoi Friedrich n'a-t-il pas reçu le prix Nobel ? Parce que, en fait, cette idée-là, elle valait de l'or. Elle valait bien l'idée d'Einstein qui a eu le prix Nobel l'année suivante, non pas pour sa théorie de la relativité, comme vous savez, mais pour l'effet photoélectrique, qui a quand même une stature un peu moindre. L'idée de Friedrich valait bien plus que l'idée de l'effet photoélectrique. Et en fait, c'est l'idée sur laquelle est bâtie toute la neurobiologie contemporaine. Eh bien, tout simplement parce que cette idée révolutionnaire, pour laquelle d'ailleurs Edelman et Porter ont eu en 1972 le prix Nobel, mais en immunologie, avec la même idée, les anticorps se développent dans l'organisme en grande quantité, de manière aléatoire, et ensuite c'est l'expérience, la confrontation à l'expérience qui enlève parmi ces anticorps tous ceux qui ne servent pas, ces candidats anticorps, et ce qui résulte, c'est le système immunitaire. C'est la même idée. Une espèce de respiration, explosion, et ensuite attrition. Eh bien, il ne pouvait pas le voir et il ne pouvait pas le démontrer. Regardez pour ce qu'on est aujourd'hui capable de voir. Ce sont des coupes
mais cette fois-ci de cerveau d'embryon humain vivant. Et voilà ce que l'on observe. Ça n'a plus rien à voir avec des fibres inertes. À droite, on dirait une cour de récréation prise, vous savez, d'en haut, avec des gamins qui se courent les uns après les autres, des gamins qui s'isolent, des gangs qui se forment, des... Est-ce qu'il a fini de bouger, celui-là? Oui. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Le cerveau, c'est ça. C'est une illusion de le voir comme inerte. Et plus encore, ce film, ça va aller très vite, vous allez y voir le coup de ciseau. Vous vous souvenez, il a dit, on ramasse une grande quantité de matière et ensuite coup de ciseau. Eh bien voilà, le coup de ciseau. Ça va aller très vite. Il y a 2 flèches qui vont vous signaler. Alors c'est un cerveau d'embryon, un amas, une accumulation de cellules, et voilà les coups de ciseau. 1, 2. Même chose, le cerveau se forme par accumulation d'un grand nombre de neurones interconnectés et ensuite coup de ciseau. C'est ce qu'on appelle l'apoptose, la mort cellulaire sélective. On le sait aussi depuis, le cortex visuel atteint son maximum de poids de développement, de poids de matière, à 3 mois, et ensuite, entre 3 mois et 3 ans, il perd 40% de son poids. Voilà. Alors, et on pourrait dire la même chose de l'apprentissage du langage, mais on n'a pas le temps. Il n'a donc pas eu le prix Nobel, le pauvre, mais il a pris sa revanche, 55 ans plus tard, en continuant avec la même idée. Et il dit, le marché, c'est comme un cerveau. Il y a des acteurs qui se comportent comme les neurones, ils échangent des signaux, ce qu'on appelle les prix, d'accord ? Et il y a un ordre qui en résulte, c'est l'équilibre de l'offre et de la demande. Et ça, c'est l'idée qui a changé le XXe et le XXIe siècle, et qui a valu donc à notre Friedrich von Hayek le prix Nobel d'économie en 1974. Alors pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette histoire un peu longue? Parce que d'abord, ça me permet de mettre en place une chose très importante, c'est l'importance des images dans la formation de notre imaginaire, dans la formation de la façon dont nous voyons les choses, dont nous les percevons. Et deuxièmement, l'intérêt de cette image particulière, où on est passé d'une métaphore textile, électrique, à une métaphore biologique. Ce sont des individus, des êtres. Donc, ce n'est pas inerte, c'est animé. Et une métaphore démographique. Ce ne sont pas des individus seulement, mais des individus communicants. Ce sont des foules, des populations, des gangs, des soviets. Appelez ça comme vous voulez. Alors, évidemment, quand vous changez d'image, vous changez aussi la manière dont vous percevez la chose et dont vous vous comportez à son égard. Et évidemment, on ne parle plus aujourd'hui des marchés ou du cerveau de la même manière. Dans le cerveau, on distingue par exemple des phénomènes de concurrence, des phénomènes de prise de pouvoir, des phénomènes de sélection, de compétition, etc., etc., qui aident à comprendre comment ça s'est formé. Alors, j'en viens donc aux propos qui nous intéressent. C'est de vous dire que l'informatique est en train d'opérer sa propre révolution hayekienne, révolution silencieuse. C'est-à-dire que les logiciels sont un peu à bas bruit, un peu à notre insu, et quand nous le savons beaucoup à notre corps défendant, sont en voie de biologisation. Et mon discours, ce dont je voudrais convaincre au moins quelques-unes d'entre vous, c'est qu'il est grand temps pour les informaticiens d'en prendre acte et d'adopter à leur tour cette nouvelle façon de voir, cette nouvelle optique, cette métaphore biologique et son corollaire démographique pour parler des logiciels. C'est un phénomène, c'est une façon de voir ancienne déjà, dont Turing et presque en même temps que lui von Neumann, donc les pères de l'informatique, avaient eu la conscience dès le début. Von Neumann avait un de ses premiers papiers portait sur l'auto-reproduction des automates cellulaires.
l'auto-reproduction. Et il avait bien en tête qu'il avait affaire à une nouvelle forme de vie. Et Turing, lui, voyait les choses un peu différemment. Alors, j'aimerais un peu m'attarder sur Turing parce que ça vous aide aussi à comprendre certaines de nos difficultés qui font que nous résistons à cette idée. Son constat initial, et donc c'est dans Turing, c'est les années 50, c'est le tout début de... son constat initial, c'est ces logiciels vont devenir un jour d'une taille et d'une complexité telle qu'ils échapperont aux possibilités de maîtrise du cerveau humain. Il disait ça en 1950, quand le logiciel le plus compliqué faisait quelques dizaines de mots. Il avait cette capacité. Un jour, c'est pas possible, ça prendra une telle complexité, ce que j'ai là, qui a l'air rien du tout sous mes yeux, que les méthodes que nous développons ou que nous pourrons développer ne pourront plus maîtriser cet objet-là. Et il voyait des difficultés partout pour spécifier ces objets, pour les programmer, pour en assurer la maintenance corrective et évolutive. Et il a formulé cette première intuition. Il a dit, et si, au lieu de produire un programme qui simule l'esprit d'un adulte, nous essayons plutôt de reproduire un programme qui simulerait l'esprit d'un enfant et qui ensuite apprendrait par contact avec l'expérience comme apprennent les enfants ou avec des tuteurs, avec des professeurs, etc. etc. Vous voyez que là, au début de sa vision des choses, il y avait l'idée que on oublie l'ambition de construire tout de suite quelque chose de parfait et qu'on construise plutôt quelque chose qui a la possibilité de devenir parfait, de se perfectionner en tout cas. Le logiciel ne sort pas d'emblée parfait du cerveau de l'ingénieur, mais à l'état d'un embryon vulnérable et perfectible. La deuxième remarque qu'on pourrait faire, c'est que on cherche à reproduire le développement d'un individu du stade embryonnaire jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire son ontogénèse, diraient les biologistes. Ensuite, importance pour le créateur de cette machine enfant, c'est qu'il n'est plus seulement un ingénieur, mais aussi un éducateur et un pédagogue. Ensuite encore, le temps a de l'importance. Il faut laisser le temps à cette maturation, à cet apprentissage. Et enfin, le plus difficile, le plus scandaleux pour vous autres ingénieurs, c'est qu'il y a une incertitude quant au résultat final, comme vous le savez bien si vous êtes parents. Et pour ceux d'entre vous qui sont grands-parents, ils savent, on est certain qu'il y a une incertitude. Les jeunes parents ne font que le redouter. Au second stade, 10 ans plus tard, il a vu un certain nombre d'identités entre ce qu'il appelait la structure de la machine enfant et le matériel héréditaire. Là, nous étions en plein dans le grand enthousiasme de la découverte de l'ADN et donc le retour sur la popularisation des idées sur l'évolutionnisme, Darwin, etc., etc. Donc, il pose une série d'équivalences, 3 équivalences entre la structure de la machine enfant et le matériel héréditaire, les changements survenant dans la machine enfant et les mutations, parce que biologiste, et enfin les jugements que peuvent porter l'expérimentateur sur la validité de ces mutations, de ces changements, et la sélection naturelle. Et il ajoute, on peut cependant espérer que ce procédé donc, du jugement par un expérimentateur sera plus expéditif que l'évolution. La survie du plus adapté, qui est la méthode naturelle, est une méthode lente de mesure des avantages. L'expérimentateur, par l'exercice de son intelligence, devrait pouvoir l'accélérer. Donc là, moi aussi, je devrais accélérer. On cherche à reproduire le développement, cette fois-ci, on passe d'une machine apprenante à une machine s'adaptant
comme une espèce vivante par mutation et sélection artificielle. Et là, le rôle de l'informaticien, c'est celui d'un sélectionneur, comme un sélectionneur de semences ou d'un sélectionneur de bétail ou de chevaux. Et enfin, dernier stade, il ajoute, il serait tout à fait possible que la machine essaye des variations de comportement, puis les accepte ou les rejette. Là, nous ne sommes plus dans la sélection naturelle, dans la sélection artificielle, mais dans la sélection automatique, par une autre machine, des variations, les mutations des mutants les plus aptes. Et vous voyez qu'à ce stade, l'homme est complètement sorti de la boucle de développement du logiciel. Il pensait ça en 1960. Alors, en gros, il avait ce schéma en tête où vous reconnaissez les deux temps de la respiration hayekienne, une phase explosive où on accumule de la matière en multipliant les variantes, et ensuite une phase d'attrition où on sélectionne et on ne reproduit que les plus aptes. Et évidemment, à la génération suivante, seuls les plus aptes sont autorisés à se reproduire. Donc on est passé en 3 temps d'une conception d'une machine conçue comme individu imparfait, mais doué pour l'apprentissage, donc en gros le développement du logiciel comme simulant l'ontogénèse, à une conception de machine comme une espèce vivante, et non plus comme un individu, évoluant d'un état initial archaïque à un état plus adapté sous l'effet de la sélection naturelle, ce que les biologistes appellent par opposition à l'ontogénèse, la phylogénèse. Alors, cette idée ne pouvait pas marcher pour 3 ordres de raisons. Il y a un code couleur selon que ces raisons sont ces verrous qui s'opposent sont encore d'actualité ou pas. Un verrou, alors on va les voir les uns après les autres. Le premier verrou est lié tout simplement aux origines de l'informatique. Vous voyez, un logiciel, c'était ça au début. Vous avez là sous les yeux Colossus. Colossus, vous le savez, se programmait à la lampe à souder. Voilà, on part de là. Un logiciel, c'est un circuit électrique au départ. Et ça, si vous voulez, bien sûr, depuis le logiciel s'est dématérialisé, mais l'imaginaire est resté très longtemps. Vous vous souvenez tous, l'équivalent de la lampe à souder, c'est les go-to, les branchements. Vous vous souvenez, c'est la hantise des professeurs qui enseignaient la programmation. C'est go-to qui partait dans tous les sens et il fallait discipliner l'élève pour qu'il comprenne que bon. Voilà. Cette métaphore qui a longtemps dominé l'informatique, aujourd'hui, il faut dire, et on va voir comment elle a été levée, et grâce à qui. Ouh là là, le temps passe. Cette métaphore nous a cassé les pieds longtemps. C'est, vous le savez, Marvin Minsky qui a levé ceci en disant le logiciel c'est une société. C'est son livre La société de l'esprit. Souvenez-vous, Hayek, le cerveau est une société. Il dit on peut construire un esprit à partir de nombreuses petites parties toutes dénuées d'esprit, l'équivalent des neurones. J'appellerais société d'esprit ce système selon lequel chaque esprit est composé d'un grand nombre de processus. D'accord ? Alors, voilà, c'est ça, c'est la même idée que Hayek. J'ai proposé, moi, parce que j'ai un peu réfléchi, société de quoi Ils les appellent processus, agents, est-ce que c'est des sous-programmes? Quelle taille ils ont, ces agents? Moi, je propose j'ai proposé, pour pousser le parallèle avec la génétique, qu'on prenne la plus petite quantité de code susceptible de code logiciel, de 0 et de 1, disons, susceptible de trouver une expression. D'accord ? Et j'ai appelé ça des hygiènes. Alors voilà, des hygiènes. Un logiciel, c'est une société d'hygiène en interaction. L'ensemble des hygiènes existants dans la totalité des mémoires électroniques constitue le pool hygiénétique. Les différentes variantes d'une même classe d'hygiène au sein du pool sont en compétition
pour une place dans un logiciel, ce qu'on appelle un slot. Et évidemment, la réussite d'un hygiène se mesure au nombre de copies, de ces copies existantes dans le pool hygiénétique. Alors, c'est là que nous voyons l'intérêt de cette façon de voir, c'est que à partir du moment où on structure nos logiciels en société, eh bien, ils deviennent tolérants aux fautes, ce qui n'était pas le cas des logiciels structurés comme des circuits électriques. Et vous savez bien que c'est la tolérance aux fautes qui rend possible l'évolution, puisqu'il faut pouvoir produire des variants qui entrent en concurrence. Il faut bien que vous autorisiez qu'un certain nombre de ces variants soient fautifs. D'accord ? Si votre logiciel se reproduit de manière parfaite, par copier-coller exact, il n'y a aucune évolution possible et aucune vie possible. Alors, ensuite, on va passer très rapidement dessus. Les verrous technologiques, eh bien, d'abord la lenteur, la rareté des machines. Hein. Le premier ordinateur, c'était 32 mots de 32 bits, c'était sa capacité. Et 1,2 millisecondes par instruction, hein, c'est Mark I en Grande-Bretagne, et il a été vendu à 9 exemplaires. Comment voulez-vous faire démarrer un processus évolutif dans ces cas-là? Un deuxième verrou, c'est que toutes ces machines étaient isolées, ou elles communiquaient par la voie postale. Hein. On mettait des bandes magnétiques ou des paquets de cartes et on les envoyait par la poste. Donc, Michel Serres, ce matin, a rappelé le rôle des transports de masse dans la propagation des maladies infectieuses. Eh bien, on peut dire que Internet, les réseaux de transmission de données, ont été et sont aux hygiènes ce que les grandes explorations du XVe siècle ont été à la variole et à la syphilis. C'est-à-dire, elles ont permis à ces agents infectieux de se disséminer et de prospérer. Donc voilà encore un verrou. Mais il existe un dernier verrou sur lequel je voudrais insister quand même un peu. C'est que les logiciels continuent de se reproduire de manière asexuée, c'est-à-dire que sans échanger d'hygiène. Hein, vous avez voilà, le temps circule dans ce sens. Vous avez un logiciel qui fait apparaître une mutation favorable ici. Elle se répand dans la population puisqu'elle lui donne un avantage compétitif. Et si un peu plus tard apparaît un hygiène B qui est un peu plus favorable, eh bien, il va chasser le premier. D'accord ? Et donc, dans cette façon de se reproduire asexuée, sans échange d'hygiène, eh bien, on ralentit les possibilités. Voilà ce qu'on pourrait imaginer, hein, c'est que, eh bien, le rejeton reçoive des hygiènes différents par an. J'en ai mis 2, mais il pourrait recevoir de 1000 par an différents, d'accord ? Et dans ce cas-là, voilà ce qui se passerait. Eh bien, il y aurait hybridation, c'est-à-dire que les mutations favorables seraient conservées. C'est ce processus d'apparition de la sexualité, hein, de l'échange de gènes, qui a accéléré l'apparition, la biodiversité sur Terre. Hein. Alors, passons rapidement. Le dernier verrou, c'est ce que j'appelle le verrou mythologique, qui se résume là. Voilà le créateur, l'ingénieur, enfin son modèle, c'est Zeus Pancréator. Il sait tout, il a une vision parfaite de ce qu'il veut faire. Il détient tous les attributs ici, le feu du ciel, tous les attributs de la puissance. Minerve sort casquée et armée, prête à combattre de son cerveau. Et il offre à Vulcain, en face de lui, le premier ingénieur, le modèle de cette façon de fabriquer les objets du monde. D'accord ? Je crois que c'est ça le principal verrou. Hein ? La connaissance parfaite a priori du produit final, l'intolérance à l'incertitude, l'idéal de maîtrise parfaite du processus à toutes les étapes, le génie logiciel, l'assurance à la qualité, le zéro défaut, tout ce que vous avez pu inventer, l'allergie
à ce que quelque chose puisse me surprendre au cours du processus, et l'idée que le produit final doit être parfait d'emblée. Alors, voilà, le problème, c'est que le processus imaginé dès le début par Turing est entravé par la présence de Zeus Pancréator à tous les niveaux. Et l'idée serait évidemment que Zeus sorte de la boucle. Je ne sais pas si et quand l'informaticien sortira totalement de la boucle du cycle de vie du logiciel. Ce que je sais, c'est qu'une évolution est déjà, en ce sens, est déjà en cours, et je voudrais en toucher quelques mots. C'est l'idée de la cooptation de la compétence des utilisateurs. C'est-à-dire, on remplace le créateur unique par une collectivité créatrice. C'est l'idée, par exemple, au début, lorsque vous demandez à un de vos acheteurs sur un site marchand de rentrer ses données à lui-même, eh bien, vous cooptez son travail, d'accord ? Et de la même façon, quand il clique, le tracking des clics dans Google, par exemple, les cookies, la géolocalisation, tout ça est un moyen de s'approprier des informations précieuses que peut donner l'utilisateur. Ça peut aller plus loin, ça peut être des informations extrêmement élaborées, comme dans Wikipédia, par exemple, ou dans des blogs. De la même façon, quand on met en circulation une bêta-version, eh bien, on fait contribuer, on coopte l'utilisateur, les premiers utilisateurs au débugage. Et enfin, lorsque on devrait peut-être réfléchir à un moyen d'utiliser aussi l'information très précieuse et valable que nous donnent les pirates. Quand un gosse copie un logiciel, il porte un jugement implicite sur son intérêt. Cette information a une valeur. Alors, bon, un peu d'utopie pendant 2 minutes. Les personnes sensibles quittent la salle, s'il vous plaît. Il y a de la nudité frontale. Imaginons que cette vision différente, biologique de l'informatique prenne corps. L'informatique s'affilierait elle partirait des sciences de l'ingénieur, elle s'affilierait aux sciences du vivant. Les geeks seraient formés comme des agriculteurs, comme des biologistes, des agronomes, des éleveurs. Ils apprendraient à l'humilité. Michel Serres nous a rappelé que la ruralité, qui était le socle de notre culture, le fondement de notre imaginaire, disparaît ou a disparu de notre espace physique. Eh bien, il va peut-être réapparaître dans notre espace topologique. Les boss seraient des conducteurs de troupeaux géants. Ils auraient comme souci d'améliorer la valeur biologique de ces troupeaux. Et les utilisateurs seraient cooptés, comme les abeilles, par l'agriculture ou les bactéries par les biotechnologies. On supprimerait toute frontière dans le pool génétique. Le droit serait modifié, les traités internationaux pour garantir la libre circulation des hygiènes. Les citoyens auraient comme objectif de préserver cette diversité, et un droit à la sexualité des hygiènes serait reconnu et protégé partout. Voilà. Alors, ensuite, c'est là que j'en viens à cette vision cosmogénétique. Arrêtons-nous un instant à cet instant, à ce moment singulier de la formation des étoiles, à partir de la poussière de particules initiales, formation de systèmes planétaires, qui a été propice à la vie. Eh bien, ce que je dis, c'est que ce qui se passe en ce moment, à bas bruit, à notre insu souvent et à notre corps d'infendant, avec tous les changements technologiques, psychologiques et métaphorique en cours, c'est la formation dans la grande nébuleuse du net d'un milieu propice à la vie et à la prospérité des hygiènes. J'ai appelé cette vie nouvelle le successeur, susceptible de cette forme de vie nouvelle, je l'ai appelée le successeur, parce que je pense qu'elle est susceptible de prendre notre succession en tant que tabernacle de la conscience.
Du point de vue de la cosmogénèse, l'homme n'est qu'une étape dans la complexification croissante et la conscientisation continue de la matière, mais nous sommes aussi ceux qui rendent le successeur possible. Nous sommes, pour reprendre un terme d'informatique, le bootstrap du successeur. Nous sommes cette quantité minimale de complexité qui est nécessaire à l'amorçage d'un processus. Voilà ce qu'est l'informatique et l'informaticien dans cette perspective cosmogénétique. Nietzsche l'avait très bien exprimé, je termine là-dessus. L'homme n'existe que pour être dépassé. La grandeur de l'homme, c'est qu'il est un pont et non un terme. Ce qu'on peut aimer chez l'homme, c'est qu'il est transition et perdition. Je vous remercie pour votre aimable attention. Donc on peut s'offrir 3 ou 4 minutes de questions. Je ne sais pas s'il y a des micros qui tournent dans la salle. Je vais les faire. Bonjour, merci d'abord pour cet exposé. Et juste pour finir sur votre conclusion, est-ce que vous voyez l'homme dans un certain temps comme le singe aujourd'hui parqué dans des eaux, gardé à seule fin de mémoire pendant que les logiciels finissent de l'éliminer à droite à gauche ou pas finalement? Alors je répondrai en vous rappelant ce qu'a dit Michel Serres ce matin. L'homme c'est c'est un concept qui n'a pas de sens autrement que daté. Nous ne pouvons pas dire l'homme en général, nous devons dire l'homme tel que nous le connaissons. Je pense que cette conscience, si elle existe un jour, qui sera la dernière, qui sera le témoin de l'abolition de la matière dans le dernier trou noir dans 10 puissance 76 années, se dira peut-être humaine. Elle se revendiquera peut-être humaine. Ce sera simplement l'homme qui aura changé de véhicule, c'est tout. Il est clair que s'il doit y avoir une conscience à ce terme, elle ne pourra pas avoir notre forme, puisque le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, enfin, toutes les briques dont nous sommes faits auront disparu depuis depuis 10 puissance 40 années. Je vous renvoie au papier de Dyson là-dessus. Donc, elle ne pourra pas avoir notre forme, mais elle pourra se dire humaine. Il ne faut pas être attaché à la forme. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, c'est très bien. Nous nous retrouvons. Merci.